Bonjour Hugues Lavoie, vous êtes secrétaire général de l'Association du souvenir des cadets de la France libre et nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir avec vous aujourd'hui un cycle d'enregistrement consacré aux cadets de la France libre. Alors dans cette première session, nous allons parler généralement de l'école des cadets et des cadets de la France libre. Pourquoi le général de Gaulle crée-t-il une école des cadets de la France libre? Oui, c'est une bonne question. L'histoire se passe en 1940 pour commencer et va durer pendant toute la guerre. Lorsqu'il se trouve en Angleterre et qu'il appelle à poursuivre le combat, le général de Gaulle envisage une armée, et une armée, ça nécessite des officiers. Et les officiers, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, et face à des volontaires, en plus d'un certain niveau d'études scolaires, il a prévu la fabrication d'une école d'officiers pour encadrer sa future armée, puisqu'à l'époque, elle n'était pas encore en mesure de combattre. Alors la particularité, donc c'est une école, les cadets de la France libre, les cadets, c'est les élèves officiers, et de la France libre, parce que c'est une école militaire de la France libre. La particularité de ces élèves officiers, c'est que la plupart étaient très jeunes. C'est-à-dire les premiers sont arrivés, ils n'avaient même pas 18 ans, et ne pouvaient donc pas s'engager au combat. Donc cette école, au début, était un peu pensée comme une solution d'attente. Et puis progressivement, vu le besoin d'officiers, le besoin de formation et le nombre de volontaires qui arrivaient, c'est devenu une véritable école avec toute la nécessité d'entraîner et d'encadrer des gens. Alors un jeune officier en temps de guerre, c'est quelqu'un qui va encadrer une trentaine de personnes. Donc il faut qu'il ait la forme physique, qu'il ait des notions des armes, qu'il sache placer ses hommes et les ramener à la fin du combat en santé. Donc le cursus général va être un entraînement extrêmement intense. Et comme on ne sait pas au moment où ils entrent en formation quand ils pourront combattre pour libérer la France, puisque c'était leur objectif, l'entraînement va être extrêmement condensé et très intense. Alors ça dure combien de temps et quel est le programme de cette école? Alors l'école formelle commence en début 41, février 41. Bon, avant, il y a déjà des jeunes, mais ils ne sont pas encore en formation d'école. Elle va durer jusqu'en juin 44. Il va y avoir 5 promotions d'officiers. La formation, je dirais, pour les plus jeunes, va durer à peu près 2 ans. Pour les derniers, ça dure 1 an. Et c'est une formation militaire uniquement, ou il y a aussi une formation plus scolaire, disons? Alors, on n'est plus vraiment scolaire, puisque la plupart ont déjà le niveau bac, mais on est à un niveau universitaire. Alors, on peut dire aussi que c'était une des volontés du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il voulait absolument que ces jeunes gens qui consacraient plusieurs années de leur jeunesse à combattre n'aient pas un handicap par rapport à leurs contemporains qui, eux, restaient à faire des études. Donc l'école avait un niveau universitaire correspondant en gros à une licence. Voilà, donc ça durait, en termes extra-militaires, on peut dire que les principales formations jouaient sur de la géométrie, je dirais des notions d'artillerie, des choses comme ça, et puis surtout sur la connaissance, disons, on appellerait ça de la géopolitique aujourd'hui, mais une connaissance générale sur les différentes nations engagées dans les combats, l'économie de ces nations et des choses de ce genre-là. Bon, il y a en plus des tas de choses qui sont militaires ou pas, suivant qu'on le fasse, mais un officier doit remplir tout plein de paperasseries pour encadrer une troupe, et donc il y a un certain nombre d'éléments de comptabilité, de recensement, de choses comme ça qui font partie de la vie militaire d'un officier.
Alors, le général de Gaulle suit d'assez près l'école des cadets, puisqu'il va même leur rendre visite, je crois, en 1941. Ils sont installés où? Alors, ils ont d'abord été au collège de Malvern, donc c'est pas très loin de Birmingham. Et puis ça dure 1 an, et le collège est ensuite réquisitionné par l'armée anglaise qui veut y installer ses chercheurs spécialisés dans les radars, puisque c'est un endroit assez retiré, donc on espère qu'il n'y aurait pas trop d'espions à cet endroit-là. Et ensuite ils vont dans un peu plus loin, dans un petit manoir qui s'appelle Ribersford, qui est près de la ville de Bewdley. Voilà. Donc c'est en Angleterre, c'est au fin fond du Worcestershire. Et ils sont en fait dans la campagne, en gros. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de terrain pour faire des exercices. Ils ont des marches à peu près 1 fois par semaine, une marche de nuit. Enfin, c'est quelque chose d'assez intense. Et ils ont des relations avec les Anglais qui vivent autour de... Oui, alors, pour répondre à la précédente question, le général de Gaulle est venu les voir à peu près 3 fois. En fait, il venait, chaque fois qu'il était en Angleterre et qu'il y avait une promotion, il venait y assister. Oui, les Anglais, l'Angleterre, c'est un pays extrêmement cordial pendant la guerre. Ces volontaires français qui viennent combattre à leur côté, je dirais, intéressent beaucoup les Anglais. Donc il y a une grande fraternité. Ça se traduit dans les souvenirs des cadets de façon extrêmement concrète. C'est-à-dire que quand ils allaient dans un pub et qu'ils commandaient, souvent il y avait quelqu'un qui commandait pour eux. Voilà. On peut dire aussi qu'ils avaient des relations avec les Anglaises et les jeunes Anglaises en particulier. Voilà, puis c'est l'Angleterre, hein, donc l'Angleterre en temps de guerre a une atmosphère extrêmement particulière puisque tout le monde se serrait les coudes dans cette bataille. Alors, ces jeunes gens, donc ce sont tous des volontaires, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples d'itinéraires, parce que c'est quand même extrêmement particulier. Alors les itinéraires, c'est effectivement très varié. Les tout premiers sont venus en masse de Bretagne. En gros, c'est-à-dire que juste avant l'arrivée des Allemands, au lieu de partir sur les routes comme le faisaient les Parisiens ou les gens du Nord, eux, ils allaient sur un bateau et ils allaient se réfugier en Angleterre. Donc au début, ils sont un petit peu plutôt des réfugiés que des volontaires combattants. Mais chez beaucoup de jeunes, on voit quand même cette idée, nous on n'a pas combattu, les Anglais continuent à combattre, on veut combattre à côté d'eux. Ça c'est la première vague, on peut dire. Puis progressivement, les Allemands occupent les côtes, les côtes vont être fermées. Et donc, je dirais, les volontaires qui viennent de France vont plutôt passer par l'Espagne. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y en a encore qui passent par la mer, mais très peu. Et la grande vague de volontaires, c'est celle qui va venir une fois que la zone dite libre sera occupée. À ce moment-là, eux, ils vont partir en masse en Espagne, d'autant plus que les Allemands ont inventé le service du travail obligatoire et que ça n'enthousiasme personne. Donc on a vraiment un afflux de volontaires. Et puis tout au long de cette période, on a aussi tous ceux qui viennent d'ailleurs. Alors l'ailleurs, c'est tout l'Empire français, mais c'est parfois des descendants de couples anglo-américains ou franco-américains ou franco-anglais qui décident que finalement c'est leur devoir de venir sauver la France. Donc on a des gens qui viennent d'Argentine, on a des gens qui viennent du Brésil, on a des gens qui viennent du Mexique, on a des gens qui viennent d'Amérique ou du Canada, et puis des colonies françaises ou territoires amis. Donc on a par exemple tout plein de gens qui sont venus du Liban, et quand Madagascar est sorti de l'obédience de Vichy, il y a eu un certain nombre de gens qui sont venus aussi de Madagascar. Voilà. En gros, on a 40% de gens qui venaient de l'Empire et 60% de gens qui venaient de France.
Au total, ça faisait à peu près 300 élèves, dont 211 sont sortis officiers, pour donner des chiffres. D'accord. Et tous ont été, sont partis combattre à la fin de leur formation. Vous pouvez nous raconter un petit peu, pour certains, ce qu'ils ont... Alors il y a, à partir du moment où on les a promus, ils sont militaires et ils sont aux ordres. Alors ils ont juste le droit de choisir plus ou moins l'unité dans laquelle ils vont combattre. Alors la première promotion, au début ils étaient venus pour défendre la France et on les a envoyés en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce que les Japonais à l'époque étaient un peu envahissants et donc on voulait protéger la Nouvelle-Calédonie, surtout que les Américains comptaient je dirais, y mettre des positions défensives et on voulait qu'il y ait quand même un peu d'officiers français autour. Voilà, alors donc un certain nombre ils sont restés presque toute la guerre, mais d'autres ont répondu à une offre d'emploi de volontaires pour les parachutistes, et ceux-là sont revenus dans les parachutistes assez rapidement. Alors dans les autres unités, voilà, les parachutistes, il faut se rendre compte qu'à l'époque c'était Zorro, c'était une arme nouvelle, et puis c'était les Superman qui au lieu de traîner dans la boue des tranchées, ils venaient du ciel et ils faisaient des dégâts extraordinaires. Donc certains des exploits des parachutistes allemands qui étaient sautés sur un fort belge qui l'avait aussi imprenable que pouvaient l'être les forts de la ligne Maginot et qui en une demi-heure l'avaient complètement pris. Les exploits des parachutistes, on va dire franco-anglais, qui étaient capables, en une petite opération et 2 jeeps, de détruire une vingtaine d'avions au sol en Libye, c'est des choses qui faisaient frémir bien sûr tous ces jeunes officiers ou futurs officiers, et beaucoup s'y sont mis. Alors l'entraînement était dur, mais ils ont tous eu des carrières étonnantes. La deuxième arme qui passionnait les gens, c'était la 2e DB. Alors, il faut savoir que normalement, la formation qu'on leur donnait, c'était une formation de fantassins, d'hommes, mais tout le monde avait bien compris que la guerre était beaucoup plus motorisée que les précédentes, et donc c'était prêt à encadrer des chars, à se déplacer sur des camions, enfin pas juste à pied. Et donc un certain nombre sont allés dans la 2e DB qui, autour des chars, avait un certain nombre de militaires. C'est le régiment du Tchad. Et puis il y a des situations un petit peu étonnantes. Par exemple, certains officiers se sont engagés dans la 2e DB. Et immédiatement, le général Leclerc leur a dit « Bon, vous irez dans les chars ». Alors très surpris en disant « Mais nous, on n'a pas été formés. Vous avez 1 mois pour vous former ». Voilà, donc ça c'était le dynamisme de la 2e DB qui s'exprimait, et ils ont fait des conducteurs de chars tout à fait normaux, quoi, et certains ont même été particulièrement brillants, parce que, je sais pas, par exemple, il y a Jean-Pierre Nouveau, qui a même été fait compagnon de la Libération pour avoir réussi plusieurs opérations brillantes avec son char. Après, l'autre mission qui était souvent donnée, c'était... alors, il y a 2 missions qui sont importantes. C'est ce qu'on appelait le BCRA. En fait, c'est d'aller envoyer des gens dans les maquis pour rendre les maquis utiles. Parce que les maquis, au début, c'est d'abord des gens qui fuient le STO ou qui se réfugient, mais sans armes et sans encadrement, ils ont du mal à être efficaces. Or, au moment où les Alliés ont débarqué, l'ensemble des maquis de France a reçu comme mission de ralentir le déplacement des unités qui venaient du sud de la France et qui auraient pu gêner le débarquement. Donc on envoyait dans chaque maquis 1 ou 2 officiers
qui formaient les maquisards, puisque finalement ils n'avaient pas d'armes ou ils ne savaient pas s'en servir, c'était des jeunes qui sortaient de l'école. Et avec ça, ils faisaient des opérations de ralentissement des convois. Alors certains ont raconté comment la première fois qu'ils ont dit aux maquis, on va faire une embuscade à ce moment-là, les gens se mettaient devant une forêt puis attendaient l'ennemi tranquillement. On leur a expliqué qu'à ce moment-là, qu'il suffisait de se mettre derrière les arbres et qu'à ce moment-là, ils ne seraient pas vus et qu'ils avaient des chances de s'en tirer, et que la première chose pour une embuscade, c'est de prévoir son chemin de dégagement, c'est-à-dire comment s'enfuir, parce que sinon on risquait de périr sur place, ce qui ne rendait pas service aux armes. Et la troisième mission importante, c'est la liaison militaire. Alors la liaison militaire, en fait, ça consistait à être officier dans une unité étrangère, donc écossaise, américaine, anglaise, n'importe quelle unité, et d'être en fait l'interprète vis-à-vis des Français sur place. Et ça rendait énormément de services, puisque souvent les gens du pays venaient et disaient « Ah attendez, dans la rue là-bas, ils ont installé un canon, mais on connaît un sentier, on peut passer par derrière. » Et là, voilà. Et ça a permis à beaucoup d'endroits de sortir, d'éviter des embuscades et donc de faire avancer les chars. Les Allemands étant, surtout en Normandie, extrêmement organisés pour faire des embuscades aussi dans le bocage. Voilà. Donc ça, c'était la liaison militaire. Donc certains ont gardé des relations très longtemps avec les Écossais, des gens comme ça, qui les ont accueillis très fraternellement. Alors après la guerre, les cadets ont gardé effectivement des relations extrêmement proches avec les Anglais, et en particulier avec la famille royale, parce que je crois que la reine-mère a reçu les cadets lors d'une cérémonie à Londres. Oui. Alors, en Angleterre, la royauté, pendant la guerre en particulier, c'était quelque chose d'important, et les cadets sont entrés dans ça. En plus, ils ont fait connaissance lors d'un défilé de la jeune reine ou future reine d'Angleterre, qui avait finalement 2 ans de moins qu'eux, donc ils étaient tous amoureux. Enfin, c'est ce qu'ils ont raconté après. Ils ont eu une manœuvre consistant à assurer la prise de Buckingham. Donc normalement, dans l'esprit des gens, c'était une manœuvre. Eux, ils en ont fait une vraie attaque. Ils sont rentrés, ils ont demandé à être reçus par la reine. Donc les Anglais ne sont pas du tout formels pour ces choses-là. On trouvait ça très amusant. Et progressivement, il s'est créé des liens. Alors en plus, il y a un des cadets qui a occupé un poste important en Angleterre et qui, à cette occasion-là, avait pu faire connaissance avec la famille royale. C'est M. Marbeau, René Marbeau. Et il a organisé effectivement, je crois que c'est je sais plus, c'était en 1994 ou en 2000, je sais plus. Je crois que c'était pour les 50 ans effectivement de l'histoire de la fin de la guerre. Une réception avec des anecdotes assez amusantes, puisque normalement, les Français libres faisaient une réception dans un local en Angleterre, mais ils voulaient inviter la reine. Mais on ne peut pas inviter la reine sur son territoire. Donc ils ont dû faire un contrat à bail pour une journée, de façon à ce que le local dans lequel ils recevaient la reine soit devenu une propriété de l'ambassade de France, donc un territoire français pendant une journée, de façon à y pouvoir y recevoir la reine. Voilà. Oui, mais je dirais, du fait en plus ils ont tous appris l'anglais pendant la guerre. Il faut voir que beaucoup de Français ultérieurement ne pratiquaient guère l'anglais, et donc dans l'après-guerre, pendant une vingtaine d'années, ils ont été souvent les liens dans les relations anglo-françaises, au moins en termes militaires sûrs, et puis dans d'autres domaines des affaires, quand ils pratiquaient une activité industrielle. Alors après la guerre, certains cadets sont restés très proches du général de Gaulle. On connaît bien ici Pierre Lefranc, on connaît bien ici Jean Descriennes.
Quel a été le devenir des cadets d'une manière un peu plus générale? C'est très très varié. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était tous des gens qui étaient d'un niveau d'études supérieures. On ne se rend pas compte, c'est à l'époque, je dirais, les gens qui étaient bacheliers dans une promotion, c'était 5%. Ces gens-là, par le fait de leur éducation, ils ont été amenés à prendre des responsabilités. Alors, il y en a qui ont pris des responsabilités dans l'armée. Il y en a une trentaine, je crois, qui sont restés dans l'armée au moins jusqu'à 62. Il y en a qui ont repris une entreprise familiale. Donc ça pouvait être, je dirais, de l'import-export, ça peut être de la chaudronnerie, enfin, il y a vraiment des choses très différentes. Il y en a qui ont été dans l'administration. Donc on parlait de Lefranc. Donc Lefranc, il a d'abord été dans l'entourage du général de Gaulle, il a été préfet. Il y a Bouvier qui a été ambassadeur. Il y a plusieurs ambassadeurs d'ailleurs dans les cadets. Et puis il y a eu plusieurs grands médecins, donc des gens qui étaient là aussi à cause de leur capacité à parler anglais en relation avec les nouvelles technologies mises au point en Amérique, et donc qui ont des grades et des diplômes américains en plus de leur qualification française. Donc c'est très varié. Voilà. Par contre, il y a eu aussi un certain nombre de gens qui, au retour du général de Gaulle, ont eu un rôle politique. Je crois qu'il y a M. L'Ancien, il y a plusieurs personnes comme ça qui étaient députés dans certains arrondissements de Paris, comme beaucoup de Français libres, de toute façon, à l'époque. Alors, ils se sont, après la guerre, regroupés en association. C'était l'association des cadets de la France libre. Et aujourd'hui, cette association est devenue l'association du souvenir des cadets que vous animez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors l'amicale des cadets, c'est comme une amicale de gens qui ont été dans l'épreuve et qui ont témoigné de ce qu'ils avaient fait, comme tous les Français libres, on peut dire. Et ces gens-là ont fait l'effort, je dirais d'abord de transmettre leurs valeurs à leur famille, pour l'essentiel, et ils ont laissé un certain nombre de témoignages intéressants, à la fois sur leurs valeurs, sur la façon dont ils se sont échappés de France, pourquoi ils ont combattu, et globalement leur adhésion aux valeurs du gaullisme. L'ensemble de ces témoignages fait quelque chose d'assez impressionnant, et les derniers membres de l'amicale des cadets ont demandé en fait à des gens qui étaient les descendants de leurs instructeurs ou de leur famille de continuer à porter ces valeurs. Donc une association s'est créée, on a recruté des gens qui étaient soit des anciens, des veuves, ou soit des descendants, ou soit des gens qui simplement étaient fascinés par l'histoire des cadets. Et on s'est mis au travail. Alors le travail, c'était d'abord je dirais des témoignages à faire connaître. Donc pour ça, on a créé un site internet pour que ça puisse être véhiculé. Ça a été des écrits. Donc ces écrits, on les a transformés de façon soit à les éditer, soit à leur donner une forme numérique facile à transformer. Voilà. Donc on a, je ne sais pas, une centaine de récits, on a une dizaine d'ouvrages. Donc voilà, c'est ça ce qui reste de cette histoire-là. Et on tâche de la faire connaître. L'une des occasions, par exemple, c'est le concours national de la résistance qui a lieu chaque année. Et donc, quand il porte justement sur la France libre, sur les valeurs de la résistance, ça permet de donner des aliments et de faire connaître des parcours intéressants. Je vous remercie beaucoup, Hugues Lavoie. Donc, on se retrouvera très prochainement pour évoquer ensemble un cadet de la France libre, dont j'ai oublié de dire la magnifique devise de l'école, ils s'instruisent pour vaincre. Voilà, qui est aussi la devise de l'école de Saint-Cyr. Merci et à bientôt.